En 1992, Quentin Tarantino est en pleine promo de Reservoir Dogs, et du coup il voyage à travers toute l'Europe et l'Asie pour présenter son film. Pas mal d'heures de vol, de train, d'hôtel, ça lui laisse le temps de travailler sur un autre script, une autre idée, celle de Pulp Fiction. Et en 1993, dès que son script est terminé, Tarantino il va aller toquer chez une porte, celle de Miramax, une boîte de prod qui est dirigée par les frères Weinstein, qui seront immédiatement séduits et captivés par l'idée, et du coup qui vont acheter le scénar. À l'époque, il faut savoir que Miramax, donc les frères Weinstein, viennent d'être achetés par Disney. On peut donc dire que Pulp Fiction sera une production Disney, vu comme ça c'est assez marrant. Oui, c'est pas non plus hilarant quoi. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas ouf non plus. Bref, du coup, on réunit un budget de 8 millions et on officialise le projet Pulp Fiction. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Le casting est assez impressionnant, hein, entre Bruce Willis, John Travolta, Samuel L. Jackson. C'est assez énorme un tel casting pour un budget de 8 millions, et ça c'est parce que Harvey Weinstein force tous les acteurs à être payés au même salaire, peu importe leur niveau de notoriété. Et ça va pas être un énorme salaire. Hein. Bref, tout va très vite, et dès septembre 1993, le tournage va pouvoir commencer à Los Angeles. Un tournage de 2 mois, hein. C'est pas très long, mais c'est en accord avec le budget un peu petit du film. Et une fois le tournage terminé, les gars, ça va être... Les frères Weinstein, ils vont lancer une opération commando énorme pour la promo du film. Now I want to dance, I want to win, I want that trophy. So dance good. All right. Pulp Fiction sera projeté en compétition officielle au Festival de Cannes. Tous les acteurs vont être là, il y a un vrai lobbying qui sera mis en place pour le film, avec des soirées spéciales, des dîners entre Tarantino et l'organisation du festival organisé par les Weinstein. Bref, évidemment, Pulp Fiction remporte la Palme d'Or, et ça propulse le film de Tarantino comme étant une sacrée attente cinéphile. Quelques autres festivals et récompenses plus tard, Pulp Fiction peut enfin sortir dans les salles le 14 octobre 1994, et après une telle campagne marketing, autant vous dire que le succès sera immédiatement et évidemment au rendez-vous. Avec près de 215 millions de dollars au box-office, Pulp Fiction, 8 millions de dollars, hein, je rappelle, de budget, ça va être une sacrée bonne opération. Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Mais tout ça, c'est presque secondaire. Hein. Ce qui fera de Pulp Fiction le film culte qu'il est aujourd'hui, c'est bien évidemment sa réception critique. Le film est unanimement reconnu comme un chef-d'œuvre immédiat. D'ailleurs, son scénario va battre des records de vente dans quelques pays. Et le retour en grâce de certains acteurs comme Travolta, la liberté absolue que se permet Tarantino à la réal, la virtuosité de l'écriture et des dialogues, l'omniprésence de scènes et de répliques cultes, bref, tout ça, ça fait que Pulp Fiction enchaînera les récompenses, les nominations aux Oscars, aux Golden Globes, et fera définitivement de Tarantino une espèce de star un peu punk, et de Pulp Fiction l'un des films les plus importants de son époque. One drink and that's it. Don't be rude. Drink your drink, but do it quickly. Say goodnight and go home. Ok, alors d'où je me permets de caler ce gros Pulp Fiction en milieu qui fait que vous êtes probablement tous en train déjà de m'insulter dans les commentaires. Mais parce que j'ai déjà parlé, notamment dans Django Unchained en milieu, de mon rapport au cinéma de Tarantino, et pour moi, les gars, Pulp Fiction, c'est vraiment pas son meilleur film. Hein. J'aime Pulp Fiction, évidemment, mais j'aurais du mal à le considérer, comme certains, parmi les 50 films les plus importants de l'histoire du cinéma. Franchement, je le place même pas, en vrai, dans le top 3 des films de Tarantino. Et puis, en vrai, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, et j'ai envie de vous parler de quelques chefs-d'œuvre qui, pour moi, arrivent à surpasser le film de Tarantino, donc allez, je vais le dire, c'est comme Pulp Fiction, en mieux. Mais avant de vous parler de ces quelques grands films, sachez que cette vidéo est sponsorisée par un soutien habituel de cette chaîne,
nos amis de YFood. YFood, vous connaissez sans doute, je vous ai vanté leur mérite dans des vidéos il y a quelques semaines. Des vidéos qu'ils ont validées, je sais pas trop comment, puisque j'ai l'impression de parler plutôt de mon alcoolisme et de ma dépression que de leurs produits. Après, YFood, indéniablement, ça m'a sauvé la vie pas mal de fois. C'est des boissons sans lactose, qui te calent de 3 à 5 heures avec une seule bouteille. Par exemple là, cette bouteille de 500 ml, c'est un repas avec tous les nutriments nécessaires. C'est pratique, c'est bon, et surtout, là, ils m'ont envoyé un nouveau goût. Alors les gars, c'est caramel salé. Je sais, ça peut faire peur, et en fait, c'est plutôt excellent, et c'est pas écœurant du tout. Au contraire, en fait, je crois que ça devient même instantanément mon préféré. Et c'est une bonne idée, ce goût. On sent qu'ils essayent de draguer certaines régions françaises, les Bretons pour pas les citer, même si j'ai relevé une petite erreur stratégique pour cette clientèle, c'est qu'il n'y a pas d'alcool dans YFood, et comme chacun sait, pas d'alcool, pas d'alcoolique, pas d'alcoolique, pas de breton. Bon, en plus de ce goût-là, on retrouve évidemment les grands classiques qui sont dispo dans un pack découverte, vanille, café glacé, chocolat, banane, noix de coco. Niveau goût, faut imaginer un Yop en meilleur, en +1, avec un Nutri-Score A. Ce caramel salé, je vais jamais m'en remettre. C'est mobile, tu le transportes où tu veux, donc c'est quand même assez pratique, c'est plein de protéines et plein de bonnes choses. Je remercie YFood pour m'avoir contacté et pour pouvoir m'avoir permis de parler de ce qu'ils font. C'est vraiment des super partenaires. Vous vous en doutez, j'ai quand même un petit code promo pour vous. Je vous fais 10% sur le pack découverte, avec 5 bouteilles de 500 ml, donc les 5 saveurs différentes que j'ai citées. Ce code, c'est Intercut10 et le lien est dans la description. Merci à YFood, on peut se plonger dans la vidéo. Du coup, il va falloir que je vous sorte du lourd, hein. J'en ai bien conscience et ça tombe bien puisque j'ai ça en stock. Je vous propose de commencer immédiatement par un film qui a une référence. Un film devenu culte, réalisé par le mentor de Clint Eastwood, un sacré cinéaste qui s'appelle Don Siegel et qui nous livre ici un film qui s'appelle Charley Varrick. Alors, Don Siegel, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'inspecteur Harry, mais c'est aussi l'invasion des profanateurs et surtout l'incroyable film Les Proies. Et ici, il m'enseigne Charley Varrick, sa femme et 2 complices qui vont braquer une banque. Ok, les flics arrivent, ça se flingue un peu, il y a des morts des 2 côtés, mais les braqueurs parviennent à repartir avec l'argent. Avec beaucoup d'argent, hein, peut-être même un peu trop d'argent pour une simple petite banque, c'est un peu suspect. Rapidement, on comprend qu'en fait, et sans le savoir, ils viennent de dérober l'argent de la mafia qui avait été déposé en douce et que la banque, c'était juste une banque complice. À partir de là, ce film va aller mais dans tous les sens, et s'il est aussi connu aujourd'hui, c'est parce que ça a quand même été l'influence majeure et assumée de Pulp Fiction. Decided to see what we could do about some small banks. No trouble. Yeah, no trouble. Look at that. What? Up ahead. Yeah. Play the harmonica. You know, I used to make my living playing this thing. Okay, play it. Professionally. Just relax. Tout d'abord par la galerie de personnages ahurissants qui peuplent tout le film. Tous ont des traits de caractère surprenants, un peu comme si Don Siegel s'amusait à chaque personnage à prendre le spectateur à contre-pied, à lui offrir un peu plus que ce qu'on attendait. Comme le meurtrier de Pulp Fiction qui lit ses versets, ici en fait chaque dialogue et chaque scène va être inattendue, du coup elle va être 1000 fois plus percutante, le nombre de répliques cultes va fuser et il y a vraiment une liberté du film qui m'a vraiment surpris. Vous verrez, hein, c'est aussi dans ces dialogues que Tarantino il a clairement pioché. Dans ses dialogues et dans même l'écriture en général. Parce que vous allez voir, le film va vous amener de surprise en surprise en étant vraiment un vrai modèle de rythme. I've been waiting all my life to make a score like this. And now that it's here, I ain't waiting no more. I mean, I'm gonna wail. And I'm talking about chicks, cars, clothes, a box at the races, and beefsteak 3 times a day, and no washed up chicken shit. Son of a bitch, you'd better try stop me. Les sous-intrigues se multiplient, les scènes d'action brèves mais percutantes sont hyper bien réalisées et surtout hyper bien montées, et on reste tout le temps surtout dans cette espèce d'hystérie euphorique que Tarantino aime tant. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup souvent dans Tarantino et qu'on retrouve ici, c'est qu'en fait, presque chaque scène pourrait être un court-métrage autonome et indépendant, et pourtant ils parviennent à s'imbriquer pour former un tout cohérent. Ça, moi je trouve que c'est très très fort en termes d'écriture, et dans ce film-là, vous allez vraiment le retrouver. Voir Charley Varrick, c'est en quelque sorte se plonger dans ce qu'aurait pu être Pulp Fiction s'il avait été un film noir des années 70. Et franchement, mais c'est à découvrir absolument. Je vous le conseille très très fort, c'est impossible de s'ennuyer. Ok,
Ok, alors pour le deuxième film, je suis dans l'obligation d'en parler. Franchement, si je l'avais pas fait, vous m'aurez défoncé. C'est le film le plus connu de cette sélection. Bon, alors ses liens avec Tarantino, ils sont quand même assez évidents, notamment puisqu'il a quand même écrit le scénario de ce film-là, alors qu'il avait déjà Pulp Fiction en tête. Ce film, c'est un grand film qui s'appelle True Romance. True Romance, c'est un film réalisé par le regretté Tony Scott, et dans lequel on va suivre Clarence, un mec fan d'arts martiaux et d'Elvis Presley, qui rencontre une espèce de call girl pour qui il a un coup de foudre. Il décide de partir avec elle, bon, complètement dans le genre Bonnie and Clyde, sauf que pour la libérer, il faut tuer son proxénète. Du coup, Clarence va buter le mec, il va en profiter pour piquer une valise de coke au passage, sauf que cette coke, encore une fois, décidément, elle est à la mafia, et la mafia va clairement poursuivre le couple pour récupérer sa cam. Voilà le point de départ de ce film, qui est un grand film des années 90. Pretend is that fine centerfold bitch. You know what I'm saying? And you're you. Et croyez-moi, le duo Tony Scott-Tarantino fonctionne à merveille. Tarantino a écrit Clarence comme son double fantasmé dans une histoire d'amour qui est moralement assez étrange, qui est parsemée d'explosions de violence que Tony Scott filme avec une virtuosité jouissive, en délaissant souvent d'ailleurs son style qui est, bon, franchement parfois très over the top, pour juste ici filmer la rencontre de deux âmes profondément amoureuses et profondément meurtrières. Et si True Romance est un vrai film de Tony Scott, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on remarque d'ailleurs dès la scène d'intro et dans les dialogues, dans les longs monologues, dans les échanges tendus, mais en vrai, la patte de Tarantino, elle plane vraiment sur tout le film. Got here is a little game of show and tell. You don't want to show me nothing, but you tell me everything. I know you know where they are, so tell me. Before I do some damage, you won't walk away from. Et moi, franchement, j'aime cette patte. Je trouve qu'elle marche même mieux que dans Pulp Fiction, parce que Tarantino, il est cadré en fait, et il est cadré par un cinéaste qui a lui aussi son point de vue sur ses personnages et sur le film. Je trouve que Tarantino ici, dans son name-dropping, dans son discours méta, dans sa science du verbe, on voit qu'il est moins expérimenté, et du coup, il est plus brut, plus direct, moins subtil. Mais bon, ça, on sait que quand on va voir de toute façon un film écrit ou réalisé par Tarantino, la subtilité, on peut quand même souvent l'oublier. Dans True Romance, il prend moins de chemins détournés, il y va à fond et il n'oublie pas d'insuffler un sacré supplément d'âme. Bien aidé par un Tony Scott qui filme un couple adorable, mais franchement hyper magnétique, hyper complémentaire. Un couple magnifique autour duquel gravite un monde qui est quand même sacrément dégueulasse. True Romance, c'est un film sur l'amour, c'est un film sur le cinéma, c'est un film sur Hollywood. C'est peut-être aussi, à mon sens, le meilleur film de Tony Scott, en tout cas, ceux qui l'ont pas vu, franchement, foncez sur ce film, c'est un monument. Bon alors, troisième et dernier film, un petit polar complètement hystérique que moi j'ai découvert quand j'étais gamin, quand j'étais pré-ado, que j'ai découvert peu après Pulp Fiction, et à mon sens, ces deux films, ils ont vraiment des liens quand même assez évidents, quoi. Je vais vous parler d'un film qui s'appelle Les Anges de Boston. C'est un film que je trouve hyper sous-estimé et surtout bien trop peu connu. Et pourtant, il y a vraiment pas mal de choses à en dire. On va suivre deux frères irlandais qui vont buter des voyous russes en mode pure légitime défense. Ok, sauf qu'en fait, ils vont kiffer et ils vont pas s'arrêter là. Peu à peu, ils vont devenir des espèces de héros, des anges de la ville de Boston. Ils vont être pris dans une espèce de spirale de meurtre, ce qui va les plonger dans des histoires complètement folles, à base de tueries décomplexées et de dialogues absurdes jouissifs. On est sur un film qui pioche clairement du côté de Tarantino, mais aussi de Guy Ritchie, et qui, je trouve, le fait extrêmement bien. Freeze your fucking eyes, faggots! Get fuck up! Come on! Get your fucking hands off! Come there, son! On the back! Come there, son! Moi, ce qui m'avait marqué, alors franchement, c'était l'ambiance. Tout est très over the top.
tout est complètement déjanté, et surtout, mais tous les personnages sont fous, quoi. Ils sont complètement tarés, et tous les acteurs et actrices sont dirigés de manière à accentuer cette folie ambiante. Ça, c'est vraiment le gros cachet, le gros point fort du film, c'est sa galerie de personnages. Et cette extravagance, on la retrouve dans la mise en scène, et dans les situations qui ont une tendance à pencher vers l'absurde, et clairement vers l'explosif too much, et au final, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut voir. C'est-à-dire qu'on a vraiment un rythme effréné et qui va jamais s'arrêter, quoi. Que quand on n'a pas des grosses scènes d'action second degré, on a des dialogues fous et du cabotinage, mais du cabotinage très positif qui fonctionne très bien. On n'a pas un moment de répit, on n'a pas 2 secondes pour souffler, et ben, pour moi, ça c'est un sacré point fort. Fuck you! Sweating my ass off dragging your fucking rope around. Must weigh 30 pounds. You're doing some serious shit. Now get the fucking hold of yourself. Oh, fuck you! I'm not the rope-toting Charlie Bronson wannabe that's getting us fucking lost. Would you fucking shut it? Cette science du rythme, cette direction d'acteur, et d'ailleurs mention spéciale à William Dafoe, qui est comme d'hab incroyable, d'autant plus que là on l'autorise à se faire plaisir et à se lâcher, pour moi ça vient vraiment du cinéma de Tarantino. Et c'était dangereux, hein, parce que toute cette folie, ça aurait pu donner un aspect un peu vain, un peu léger au film. Mais non, en fait, Les Anges de Boston, il parvient vraiment à éviter ça. Il a une histoire à raconter, il a une histoire violente, dure, mais la galerie de personnages qui va déployer autour de cette histoire, et les situations complètement too much qu'il se permet de filmer, tout ça, c'est juste hyper jouissif. C'est ça en fait, Les Anges de Boston, c'est un film jouissif, un film qui reprend complètement l'héritage de Tarantino et qui parvient quand même presque à le transcender, j'ai envie de dire. En tout cas, qui parvient à se l'approprier pour raconter son propre truc. Ceux qui l'ont vu savent, les autres, foncez, c'est aussi un de ces films à découvrir absolument et qui se regarde très très facilement. I'm doing it. It is. Oh my god! Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai bien aimé parler de Tarantino, les gars, je vais vous proposer un autre truc. Comme d'hab, vous choisissez en commentaire le film dont on va parler dans la prochaine vidéo, et ce sera soit Inglourious Bastard en mieux, soit, parce qu'il y a encore des films que je pourrais évoquer là-dedans, Pulp Fiction en mieux, partie 2. Alright, let's see what you can do. Take it away! Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.